qu'on va faire rentrer tout de suite, hein, je pense. Donc Pedro, ça y est, on le voit à l'écran. Bonsoir. Salut Pedro, tu vas bien? Bonsoir, très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Un petit peu soif, mais ça va, je gère. Donc Pedro, tu es l'équivalent d'un secrétaire de section, on peut Oui. dire comme ça. Secrétaire de section donc du PSOE et Paris. Mhm. Alors peut-être d'ailleurs, première question avant de parler des élections en tant que telles. Secrétaire de section du PSOE et Paris, du coup tu fais quoi? Et la section elle fait quoi? Quelle a été votre implication justement dans ces élections? Enfin, quelle est cette particularité finalement d'être un militant politique en dehors finalement de son pays? Bon, déjà, bonsoir à tout le monde et merci aussi à Carmen et Alia que j'ai entendu avant et qui ont été très riches dans ces arguments pour expliquer ce qui se passe en Espagne. Et comme secrétaire général du Parti socialiste à Paris, je suis au Paris et aussi dans le Parti socialiste européen. Donc, nous travaillons comme n'importe quelle section du Parti socialiste en Espagne, mais cette fois-ci en Europe pour les droits des citoyens et citoyennes qui sont à l'étranger. Donc, on parle des relations avec les consulats, avec l'administration, des relations avec les institutions en Espagne. Donc, c'est vrai que la réalité est un peu différente de celle vécue en Espagne, mais nous travaillons aussi auprès de la communauté espagnole, cette fois-ci, à l'étranger. Ouais. Et du coup, parce qu'en effet, vous n'avez pas de représentation, on va dire, en tant que telle au sein du Congrès ou du Sénat, comme on pourrait l'avoir, par exemple, enfin, comme on l'a en France, par exemple, ou comme moi aussi je le vois aussi au Portugal. Comment on fait campagne dans ce contexte-là? Déjà, c'est intéressant cette remarque parce que nous, les socialistes à l'extérieur, nous revendiquons depuis longtemps et je pense que c'est un horizon que l'Espagne va sans doute attendre, une circonscription à l'étranger parce que les citoyens, les citoyennes qui habitent à l'extérieur ont aussi des droits et ont aussi les droits à la représentation et parfois ça se voit un peu effacé Hmm. dans le contexte général et nous l'avons vécu avec énormément d'engagement. Nous savons que ces élections ou dans ces élections, tout était en cause. Et Ouais. quand on dit tout, c'est dans le sens le plus large possible. Et à l'extérieur, nous avons aussi une implication directe en ce qui concerne l'Espagne, les institutions. Chacun peut voter dans sa région ou dans la région où il ou elle choisit s'attacher, ce qui est un peu curieux parce que moi, par exemple, je viens de la région de Murcia, mais je pourrais voter si je le souhaitais dans une autre communauté. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident et les gens n'arrivent pas toujours à comprendre comment ça fonctionne. Mais on s'est impliqué, on a fait des meetings politiques, on a parlé avec les gens de la communauté espagnole, on a fait des campagnes dans les réseaux sociaux parce que, comme tu le sais, quand on est à l'étranger, c'est plus difficile de rassembler la communauté de façon Ouais. présentielle, mais nous l'avons fait pendant la campagne, à niveau européen aussi. Et on a essayé d'interpeller les citoyens qui habitent à l'Europe et pour leur expliquer notre programme pour les citoyens à l'étranger. Hmm. Alors justement, tu parles justement du programme pour les citoyens étrangers. Ça consistait en quoi? Parce que je vais te dire moi mon opinion, je l'ai dit tout à l'heure, des propositions, j'en ai pas vu mille. Dans le débat, ça parlait beaucoup du bilan, ça parlait beaucoup de la personne de Sanchez, ça parlait beaucoup de Chapote, on n'en a pas mentionné, mais bon Oui, voilà, donc en gros, bon, oui, il ça y serait avait. intéressant d'en parler aussi, oui. Ouais, on peut revenir, on peut revenir. Mais voilà, ça a parlé un petit peu des attaques, on va dire, politiques ou du jeu politicien, mais moins de propositions. Et donc, dans ce peu de propositions, ouais, j'ai pas vu beaucoup de choses sur les Espagnols de l'étranger. Peut-être tu peux nous faire un petit mot là-dessus. Par exemple, le Parti socialiste, quand il s'est adressé aux Espagnols à l'étranger, il l'a fait sur plusieurs questions. La première, rapprocher les institutions et l'administration aux gens qui sont à l'étranger. Il y a encore beaucoup de démarches qui sont extrêmement compliquées à faire depuis l'étranger. Et nous avons fait une proposition très concrète pour simplifier l'administration, pour rapprocher l'administration de l'administré, ce qui est aussi en qualité démocratique, parce que quand les institutions sont loin du citoyen, la démocratie s'appauvrit. Et par exemple, nous, quand on habite à l'étranger, on perd au bout d'un moment on dit la carte sanitaire, c'est la carte de santé. Ouais. Et le Parti socialiste, il a proposé de la récupérer. Et il y a aussi des plans pour que les talents qui sont à l'étranger puissent revenir en Espagne. Il y a donc un domaine social, un domaine économique, un domaine de représentation institutionnelle. Et c'est les partis socialistes qui ont mis tout cela au centre. Et Mm. les autres partis, c'est vrai qu'ils ont parlé d'autres choses, mais ils n'ont pas regardé à l'extérieur. Mm. Et probablement, c'est pourquoi
les partis socialistes, maintenant, ont travaillé sur les derniers chiffres parce que, comme tu le sais, il y a les votes de l'étranger qui est en train de se raconter aujourd'hui. Exactement. Et maintenant, les dernières données qu'on a à l'heure actuelle, c'est que des 34 circonscriptions qui sont maintenant comptées, il y a 28 où les partis socialistes est le premier parti, et je pense que cela explique justement le travail que l'on fait à l'extérieur. Waouh, incroyable. Bah, donc ça veut dire qu'a priori, il y a peu de chances. Alors peut-être que tu me contrediras, mais il y a peu de chances que on se retrouve à perdre des députés à cause de ce comptage justement du vote des Espagnols de l'étranger. A priori, il nous est favorable. Il nous est favorable, mais il nous reste justement le vote le plus compliqué, qui est celui de la communauté de Madrid, qui n'a pas fini encore, et c'est le député qui est maintenant en question, parce que Hmm. le dernier député, c'est nous qui l'avons gagné, et la droite, elle n'est pas trop loin. Donc, si un vote majoritaire de la droite pour le Parti populaire à la communauté de Madrid s'est produit, on Hmm. pourrait perdre les derniers députés de la communauté de Madrid, ce qui ferait beaucoup plus compliqué les jeux pour la composition parlementaire. Ouais. Mais nous avons l'espoir que cela ne se reproduira pas, parce qu'on a fait un travail énorme, et j'espère qu'on ne devra pas regretter cette situation-là. Ouais, j'espère aussi. C'est vrai que je disais tout à l'heure, ce vote des Espagnols étrangers est ultra important. On l'a vu en Asturias lors des élections régionales où finalement, sans ce vote des Espagnols de l'étranger, cette région tombait à droite. Et avec le vote justement des Espagnols qui sont enregistrés, donc de ce que je comprends, qui sont enregistrés à Asturias, en Asturias, mais qui vivent à l'étranger, ont permis de maintenir cette communauté autonome à gauche. Donc, vous voyez un exemple très concret finalement de cet impact super important de ce vote à l'étranger. Comment justement ça s'est passé cette campagne de façon très concrète? Comment toi tu l'as vécu à la fois évidemment en tant que citoyen espagnol, en tant que militant politique, et en plus dans cette configuration particulière qui est d'un responsable politique de ton organisation à l'étranger? Déjà, on a eu un lien très étroit avec le parti à niveau national. Il est vrai qu'il y a certains partis qui parlent des Espagnols à l'étranger quand ils arrivent aux élections. Dans le Parti socialiste, il y a eu tout un travail qui s'est fait pendant la législature. Par exemple, l'abrogation du vote, en espagnol, on l'appelait voto rogado. Ça veut dire avant, il fallait demander de façon exprès le vote pour pouvoir voter, ce qui a diminué considérablement le nombre de personnes qui ont voté aux dernières élections, et maintenant ça a augmenté. Donc je disais, nous, on a mobilisé nos militants, on a fait des réunions, on s'est réunis aussi avec des organisations espagnoles ici, on est en contact permanent avec les différents représentants des régions ici, avec l'administration. On a fait, par exemple, j'ai pu échanger avec l'ambassadeur de l'Espagne face à l'UNESCO, parce qu'avant, il était ministre de Culture de Pedro Sánchez, et on a pu rebondir sur beaucoup de sujets. Donc, on a lancé un grand débat et on a fait les gens participer, proposer et s'inclure dans les idées que nous avons finalement portées. Je pense que ce travail de rassemblement des idées et surtout de tenir compte des gens qui sont à l'étranger a joué à faveur du Parti socialiste à l'étranger. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, voilà, maintenant d'un point de vue plus global, comment tu analyses cette élection, ces résultats, la campagne, au niveau justement des thèmes, des attaques, comme on disait à l'instant. Qu'est-ce que tu retires finalement comme leçon de toutes ces élections? Je pense que si l'on doit analyser les élections, on devrait d'abord faire les deux blocs, la droite et la gauche. Si tu veux, on peut commencer par la droite. Ouais. Je trouve que ça a été particulièrement dégoûtant de voir entendre en permanence que te vote Chapote. Je ne sais Ah, pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais les jours des élections, quand Feijóo est sorti dans le balcon, et même s'il avait gagné un vote, il avait dans les visages complètement défiguré l'échec des élections, et les gens criaient que te vote Chapote. Chapote, c'est un assassin de la bande terroriste ETA, et les gens ont profité pour relier la figure des assassins au Parti socialiste. Pourquoi? Parce qu'ils disent ETA, c'est les partis reliés à Bildu. Donc, Bildu, ils sont des assassins. Le Parti socialiste, il est avec Bildu, donc aussi. Feijóo, il a dit dans le Sénat que nous sommes plus proches des gens qui tuaient que des gens assassinés.
Donc, cette campagne de la droite, ce n'est pas Vox, l'extrême droite, qui a dit tout cela. C'est aussi Feijóo, c'est aussi la droite. Donc, ils sont pointés du doigt. Avant, Alia le disait aussi, il parlait du santisme, qu'il voulait abroger le santisme. C'est pour ça que cette offense aux victimes du terrorisme, que cette offense aux démocrates espagnols, que cette offense permanente au bon sens de tout le monde qui a fait le Parti populaire annule toutes les possibilités d'une abstention possible du Parti socialiste face au Parti populaire. C'est honteux la campagne qu'ils ont fait. Déjà, ils se prétendent constitutionnels et il faut dire pour que tout le monde les chasse que ça fait 4 ans que le Conseil général du pouvoir judiciaire en Espagne ne peut pas se renouveler. C'est un organisme constitutionnel qui permet de gérer tous les pouvoirs judiciaires en Espagne et le Parti populaire n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il considérait que s'il faisait une obstruction à la démocratie, il serait en train de porter préjudice au Parti socialiste. Ça veut dire qu'ils prennent les institutions et ils marchent sur les institutions pour pouvoir avoir des contreparties pour la réforme du marché du travail qui a été approuvée finalement parce qu'il y a un député qui s'est trompé du Parti populaire. Et grâce à lui, maintenant, on a 21 millions de personnes qui travaillent en Espagne. Et il y a 2 députés qui ont été achetés par les partis populaires. Et c'est ça exactement le mot, acheter. Ils les ont achetés, ils les ont promis une responsabilité dans les partis populaires et 2 députés d'Union del Pueblo Navarro maintenant sont dans les listes du Parti populaire. L'un d'entre eux, il n'est pas sorti, c'est le député qui est maintenant en cause à la communauté de Madrid. Donc, on espère qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée nationale pour se faire acheter pour quelqu'un d'autre. Mais je disais, imaginez, ils ont acheté 2 députés et les députés qui s'étaient trompés avaient dit à la chef de son groupe, écoute, je me suis trompé, j'ai fait une vote qui n'était pas bonne. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit que l'erreur, la faute était du système, que la présidente de l'Assemblée nationale en Espagne était en train de faire la prévarication, qu'ils allaient porter plainte parce que ces gouvernements étaient dans l'illégalité. Ça veut dire qu'ils savaient que quelqu'un s'était trompé et ils étaient sur le point de pouvoir démolir les institutions, la crédibilité des institutions pour pouvoir avoir une rentabilité politique. C'est dégoûtant. Ouais. Et après, pour revenir sur la campagne de la gauche, j'ai fini. N'hésite pas à me couper. Hein, non, vas-y, c'est super intéressant. Si je suis trop lent. Et après, la campagne de la gauche, ça a été justement le contraire. Avant, vous avez évoqué les mensonges de Núñez Feijóo à la télévision. C'est incroyable de voir comme quelqu'un est capable de mentir avec une telle tête, avec une telle visage, comme s'il te racontait la chose la plus sérieuse du monde. Il est en train de mentir. Mais sur quoi il a menti? Parce qu'on a parlé des mensonges dans un sens général, mais concrètement, il a menti sur le retraité. Ouais. Il a menti sur le pacte que nous avons fait contre la violence des genres, contre la violence machiste, qui est en train de tuer des centaines et des centaines de femmes. Et l'extrême droite, avec laquelle ils ont fait des pactes dans beaucoup de régions en Espagne, ils sont en train de nier que la violence machiste existe. Donc, ces partis populaires de la mensonge, ces partis populaires qui a fait tout cela, a rencontré face à lui une gauche qui a fait des propositions, une gauche qui a été à la hauteur de ce qui était demandé. Il y avait beaucoup de médias, de communications qui étaient complètement liés à la droite et qui ont fait une campagne et aussi des mensonges pour déformer la figure de Pedro Sánchez. Avant, tu parlais que les gens ils disaient Pedro Sánchez comme s'il était un chien. Les gens, ils l'ont insulté, ils l'ont dégradé, ils l'ont traité de la pire façon possible. Déjà, les opposants, ils l'appelaient tout le temps Sánchez, Pedro Sánchez. Vous imaginez en France, les gens qui parlaient tout le temps d'Emmanuel pour parler du président de la République. C'est une façon. Et par contre, quand ils parlent de Núñez Feijóo, ils disent toujours el presidente Feijóo, comme s'il était président de quelque chose dehors son parti. Et je voulais dire, la gauche, elle a été à la hauteur. Elle a fait des propositions. Yolanda Díaz et Pedro Sánchez, quand ils ont été dans les débats à 3, ça n'a pas été à 4 parce que Feijóo, il a fui. Et ils ont montré qu'ils ont un projet pour l'Espagne, un projet pour les marchés du travail, un projet pour les gens qui sont dans la précarité, un projet pour les gens qui ne peuvent pas accéder au logement, un projet aussi pour les gens qui sont à l'étranger. Donc, il y a un projet de pays pour l'Espagne et les autres, la droite, elle veut abroger et la gauche, qu'est-ce qu'elle veut? Construire. Regardez l'horizon, les futurs. Ouais, c'est vrai que c'était. Bon, évidemment, on est. L'idée ici n'est pas d'être objectif, de toute façon. mais c'est vrai que c'est difficile de ressortir des propositions, comme tu dis, de construction à droite, à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est moins surprenant, mais c'est vrai qu'à droite, on pourrait se dire, on a un projet alternatif, mais même pas.
Et je crois que j'ai jamais vu une élection où on parlait autant du passé que de l'avenir. Enfin, plus du passé que de l'avenir. Et les débats s'orientaient plus sur qu'est-ce qui s'était passé ces 4 dernières années que ce qu'on essaie de porter sur les 4 années qui viennent. C'est en effet un petit peu dommage parce que c'est une occasion loupée, je trouve, même pour la droite, parce qu'ils sont devant, enfin le PP est devant en termes de voix, pas de beaucoup, mais bon, ils sont devant. Et ça aurait pu être l'occasion, oui, de faire un petit peu communiquer sur leurs propositions. Et en effet, tu disais le mensonge sur les retraités. Il disait qu'à chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils ont augmenté les Voilà. pensions de retraite au taux de l'inflation, ce qui est faux. Il y a eu 3 années où, par exemple, il n'y a pas eu d'augmentation, juste comme ça. Et quand le journaliste, en plus, tu disais la défiance sur les institutions, l'accusation, tu vois, sur Meritxell Batet, donc la présidente du Congrès, donc son attitude, etc. On attaque le Parlement, l'attaque sur les médias aussi, puisque quand la journaliste justement dit à Feijóo Vous avez menti. que vous avez menti, il lui dit non, 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 c'est vos données qui sont fausses, etc. Enfin, alors que ça se vérifie en 2 minutes, enfin, il n'y a aucun problème. Également, ses justifications aussi vis-à-vis de sa proximité avec alors un contrebandier et narcotraficante, donc Oui. voilà, qui se justifie. Et je trouve d'ailleurs il a fait une erreur monumentale le vendredi en disant non mais moi quand je l'ai connu il était que contrebandier. J'ai vu mieux moi comme justification Ah ouais. personnellement. Mais c'est vrai que c'était très violent comme campagne finalement. Et bon, est-ce que c'est dans le bon sens qu'il y ait une telle violence? Je suis pas sûr. Mais bon. Il peut jamais avoir de bon sens dans la violence parce que la démocratie, c'est justement le contraire à la violence. C'est la parole. Et c'est la parole face à tout et face à tous. Notre démocratie, c'est construit. La grande force de notre démocratie, c'est de pouvoir arriver au Parlement et de pouvoir parler avec tout le monde. Nous, par exemple, quand on a fait la transition à la démocratie, on a décidé d'assimiler tous ceux qui venaient de la dictature franquiste. Donc, on a dû supporter que les gens qui avaient participé directement dans la dictature franquiste arrivent dans nos institutions sans payer face à la justice les crimes qu'ils avaient commis. Et la grandeur de nos démocraties a été capable d'assimiler cela et de pouvoir prendre comme interlocuteurs les gens qui pensaient justement le contraire que nous, plus que ça, les gens qui nous avaient poursuivis. Et maintenant, ils nous disent que nous, qui avons toujours défendu la démocratie, qui avons toujours défendu l'état de droit, nous ne sommes pas des interlocuteurs valides ou que nous sommes à côté des victimes. Je rappelle que le Parti socialiste a eu beaucoup de victimes aussi dans le Pays basque pour lutter justement à faveur de la liberté, à faveur de la démocratie. Donc c'est pour cela que le Parti populaire et Vox ne méritent pas d'être dans les institutions. Et maintenant, la campagne, tu parlais de la violence, la campagne de violence va être beaucoup plus approfondie et beaucoup plus forte parce qu'ils savent que les pouvoirs commencent à s'éloigner, à s'écarter d'eux, et ils vont faire tout ce qui est dans leurs mains pour pouvoir l'empêcher. Ils vont utiliser tous les moyens. Ils vont discréditer les partis socialistes, Pedro Sánchez, les ministres qu'il décidera de nommer, tous les partis avec lesquels il pourra faire des pactes. Ils vont utiliser les pires stratégies possibles, mais face à tout cela, il continuera à avoir un parti socialiste fort qui va continuer à défendre l'état des droits, la démocratie et la Constitution. Ouais, je suis absolument d'accord. Peut-être en regardant un peu les conséquences de cette élection, peut-être parti par parti, en commençant un peu dans le même sens que toi, c'est-à-dire on va commencer par Vox. Vox fait pas d'autocritique. Ils perdent beaucoup de députés. Il n'y a pas eu, enfin, ils ne servent pas finalement d'appui puisque le PP ne pourra pas gouverner de toute façon. Ils arrivent tout juste à se maintenir comme troisième force politique au De Congrès, mais justesse. vraiment, il n'y a rien, quoi. Ça se joue à rien. Il n'y a pas l'once d'un début de commencement de remise en cause de Santiago Abascal ou de même de la ligne politique. Comment tu interprètes ça, que voilà, qu'il n'y ait pas une réflexion, peut-être que c'est trop tôt, mais qu'il n'y ait pas une réflexion sur cet échec? Mais je pense que ça montre très bien quelle est la qualité démocratique des dirigeants de Vox. Ils font une défaite énorme vis-à-vis des résultats qu'ils avaient eu dans les dernières élections. Et il y a un grand échec par rapport à leur expectative électorale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que la faute, c'est à Núñez Feijóo parce qu'il a fait croire que les votes utiles étaient pour la droite, que la faute, c'est à la gauche parce qu'ils ont fait une campagne qui ne lui plaisait pas. Et je pense que les gens devraient savoir aussi qu'il y a deux âmes en boxe. Il y a une âme ultra catholique et une autre qui est un peu plus libérale.
Et il fonctionne justement comme une espèce de secte, ou même des gens qui sont partis de Vox. Et j'invite les gens à regarder. Il y a un documentaire à la Sexta, dans la chaîne, où ils ont parlé justement avec des gens qui avaient des responsabilités à Vox et qui sont partis, et ils disent que ça fonctionne comme une structure militaire où les gens ne peuvent pas penser, où les gens ne peuvent pas répondre, où les gens ne peuvent pas contester aucune décision. Donc c'est une pyramide, un fonctionnement pyramidal, où il y a un leader qui ne se trompe jamais et qui fait toujours ce qu'il a envie de faire. Et on le voit dans les régions où ils sont dans les pouvoirs. Ils se trompent, l'Union européenne leur dit vous êtes en train de commettre des erreurs, des choses qui sont illégales, et ils continuent à persister dans l'erreur. Ils n'ont pas un parti politique sérieux. On ne peut pas prendre en compte le parti Vox. Pourtant, pour le Parti populaire, c'est son partenaire préféré pour être dans les pouvoirs. Alors oui, et en même temps, on a vu cette tentative-là de Feijóo de compter sur une alliance avec le PSOE que je trouve vraiment incongrue vu la campagne qu'on a décrite. Comment tu vois cette stratégie Je pense qu'il est un peu lâche. Il n'ose pas assumer ni sa position, ni la position de son parti. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui demandent déjà qu'Isabel Díaz Ayuso reprenne le relais. Je crois que la grande victoire de l'autre jour, ça a été de Isabel Díaz Ayuso, parce que, à mon sens, et ça reste enregistré, elle s'est dit, Núñez Feijóo ne va pas être dans les pouvoirs, je vais pouvoir mentir sur Pedro Sánchez pendant 4 ans, et après, tout le monde va me demander de venir être la leader du Parti populaire et de sauver la droite, de sauver l'Espagne et de sauver l'humanité tout entière. Et justement, Núñez Feijóo, il fait cette position très faussée de dire on pourrait compter sur l'abstention du Parti socialiste s'ils ne veulent pas que l'on gouverne avec Vox. Mais tu es en train de gouverner avec Vox. À Extremadura, la région de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, et on peut continuer comme ça dans des mairies plus petites. Donc, c'est prendre les citoyens par des imbéciles, et je considère, et depuis les partis socialistes, on l'a fait toujours, qu'il faut parler et s'adresser aux citoyens comme des adultes. Et le Parti populaire, il a toujours prétendu les citoyens, de traiter les citoyens comme, voilà, comme ça, comme des imbéciles, comme des mineurs, et je considère que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionnera plus. Tu penses que du coup les jours de Feijóo à la tête du PP sont comptés? Est-ce que cette transition finalement vers Ayuso va se faire dès maintenant, ou est-ce que on va attendre que tout ça passe et puis plus proche des prochaines élections dans 4 ans, là on aura un positionnement de Díaz Ayuso? Comment tu sens finalement le mouvement de ce qui était et ce qui restera le principal parti d'opposition? Mon ressenti, c'est que Núñez Feijóo va rester dans la tête de l'opposition en Espagne. Et quand il restera 1 an pour les nouvelles élections, on commencera à entendre que la grande figure qui a fait l'opposition pendant 4 ans, ça a été Isabel Díaz Ayuso, et que c'est elle, la personne qui va venir sauver tout le monde. Et ils vont faire comme ils ont fait avec son antécesseur. Ils vont lui montrer la porte et elle devra la franchir s'il le veut ou pas. Et c'est ça la façon de fonctionner du Parti populaire. La personne qui était avant en tête du Parti populaire est sortie par la porte, et parce qu'il avait dénoncé justement les affaires bizarres et à côté de la légalité d'Isabel Díaz Ayuso avec son frère. Et on a vu dans les partis populaires ce qui fonctionne. Il y a un qui dénonce la corruption et une autre qui est à côté de la corruption. C'est qui la personne qui est virée? C'est lui qui porte plainte. Oui, et puis ouais, comme tu dis, c'était déjà Ayuso qui était à la manette ou à la manœuvre sur Pablo Casado, et qui a installé finalement Núñez Feijóo à la tête du PP, et quand ça ne lui conviendra plus, peut-être qu'elle se mettra elle. Ouais, ok. Maintenant, peut-être côté PSOE, il y a peut-être moins de doutes. Enfin bon, disons que Pedro a gagné son pari, puisque finalement la droite ne pourra pas gouverner, et après des élections régionales et municipales perdues et aux résultats difficiles, il y avait des voix qui commençaient quand même aussi à émerger pour dire est-ce que c'est la bonne stratégie de continuer avec lui, etc. Et est-ce que on peut compter sur un parti désormais peut-être uni, voilà, ou peut-être aux dissensions un petit peu moins fortes, puisque encore une fois les élections régionales avaient laissé un petit peu de traces
dans justement les relations au sein du parti? Je pense que la grande force de notre parti, c'est la démocratie. Et là, on ne parle pas de démocratie ou de vote, et après on fait le contraire, ou on se met dans des intrigues au dos des autres. Je pense que la grandeur du Parti socialiste, c'est justement de pratiquer la démocratie, de croire à la démocratie et d'assumer les résultats démocratiques en plus. Et de cela qui est interne du Parti socialiste, Pedro Sánchez a atteint son objectif. Il a amélioré les votes. Il s'est amélioré en vote, en député. Il a la légitimité des urnes. Il a la légitimité dans le Parti socialiste. Et depuis les différentes fédérations, depuis la Fédération de l'Europe, depuis le Parti socialiste de Paris, je veux montrer notre soutien au président du gouvernement qui a su, devant toutes les crises qui sont présentées face à lui, et mettre toujours les politiques à côté des gens qui souffrent, à côté des gens précaires, à côté des gens qui nécessitent enfin de la politique, parce que parfois on se met sur ça, sur les noms, sur les successions, mais nous les socialistes, on doit penser qu'on est l'instrument des gens les plus humbles, les gens qui ont besoin de la politique, les gens qui ont besoin des politiques publiques pour pouvoir accéder aux services et aux droits que d'une façon différente, ils n'auraient pas. Donc maintenant, tous les socialistes, nous sommes centrés sur ça, sur établir un scénario politique où les politiques socialistes arrivent aux gens pour que les gens puissent vivre mieux. C'est ça le but du Parti socialiste, et on est là. Et maintenant, pour finir sur les partis nationaux, Soumar, première fois qu'il se présente sous cette étiquette aux élections nationales, succède à Podemos. On a vu après les élections, déjà peut-être ton commentaire sur le résultat, mais on a vu après les élections peut-être des relations compliquées entre les différentes composantes justement de ce qu'il y a dans Soumar, et notamment entre Soumar en tant que tel et Podemos, en tout cas ce qu'il en reste. Comment tu penses que voilà ce mouvement va continuer d'exister, son rôle dans la coalition par rapport à ce qui était le sien sur le précédent gouvernement? Comment ça va se passer justement avec Soumar? Je commencerai pour dire que je crois que Podemos, il a eu aussi plusieurs âmes, et parfois ils n'ont pas été complètement loyaux par rapport au gouvernement, et je suis satisfait de la figure de Yolanda Díaz parce que je crois qu'elle est une personne de forte conviction, qui est une personne qui sait négocier, qui a fait un travail extraordinaire à la tête du ministère de Travail. Et elle a été capable de rassembler autour d'elle beaucoup de partis qui avaient des grandes différences entre eux. C'est vrai que Podemos, il n'a pas encore retrouvé sa place parce qu'il avait l'habitude d'avoir toujours la voix qui portait. Et maintenant, il y a d'autres voix qui portent aussi. Mais je considère que Yolanda Díaz a la vision de futur suffisante pour pouvoir faire grandir ces projets, qui est aussi nécessaire pour l'Espagne. On ne doit pas penser que nous sommes, nous les socialistes, je veux dire, les seuls partis qui peuvent représenter la gauche. Je pense que la gauche, elle est plurielle, elle est diverse, elle est hétérogène, et nous devons nous réjouir de pouvoir faire face commune. Et là, je pense que Yolanda Díaz est une candidate extraordinaire pour continuer à intégrer le gouvernement de l'Espagne et à être la leader de sa confluence et de son parti. Je pense qu'elle va faire un très bon travail. Mm-hmm. Maintenant, sur les partis indépendantistes, et on conclura par ça, peut-être par groupe finalement, on a, j'associerais Junts et Esquerra. Peut-être d'abord là-dessus, on a un peu mentionné tout à l'heure, finalement ces élections viennent remettre une pièce dans la machine justement du rôle des partis catalans pour la constitution du gouvernement, et tout ceci avec voilà, le fait que Carles Puigdemont ait fui en Belgique, que Junts s'est perdu justement la Generalitat de Catalunya, que Esquerra a pu gouverner jusqu'à maintenant ces dernières années aussi parce que le PTC n'a pas voulu faire tomber et qu'on ait des nouvelles élections en Catalogne, avec cette nouvelle configuration politique dans cette communauté autonome, avec un parti socialiste qui a confirmé sa place de leader justement et de parti le plus voté dans cette communauté-là. Comment tu vois à la fois l'avenir politique dans cette communauté autonome, mais aussi l'impact justement, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on mette à la fois Junts, Esquerra et PSOE autour de la table pour que Pedro soit le futur, à nouveau, président, Premier ministre?
Pour commencer, pour ta première question, la situation en Catalogne maintenant n'a absolument rien à voir avec la situation en Catalogne de 2016, 2017 et 2015, quand il y avait le Parti populaire au pouvoir et les gens essayaient d'organiser des référendums illégaux. Et maintenant, on a changé la force par les dialogues et on a changé les mots fortes et dérangeantes par la parole politique. Et je pense que la preuve que les stratégies a fonctionné, c'est les résultats, comme tu l'évoquais, du Parti socialiste catalan. Et je profite pour féliciter mes camarades que je connais bien et je sais le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont fourni. Et sur la possibilité d'ajouter Junts et Esquerra dans cette calculatrice qui nous permet de voir les pactes pour les parlements, je pense qu'Esquerra, qui a toujours voté avec Bildu dans le Parlement national, ils vont suivre le même schéma. Et finalement, je pense qu'Esquerra, avant d'être indépendantiste, elle devrait faire appel au cœur de gauche qu'elle dit avoir. Donc, je crois que par ces schémas, on va se retrouver. Et après, pour Junts, per Catalunya, j'ai encore mes hésitations et mes questionnements personnels. Mais là, il va falloir voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Si c'est cet indépendantisme qui s'est dit, probablement avec la droite, il y aura plus de confrontations, on aura plus de vœux, donc ça nous convient, ou s'ils auront la hauteur pour se dire, même s'il y a énormément de différences entre eux et les partis socialistes, ils doivent reconnaître que grâce au dialogue, que grâce à la force de la parole, on a réussi à avoir une meilleure Catalogne, une Catalogne où tout le monde se sent plus intégré, se sent mieux, où l'on sent que l'État n'est pas un étranger et que l'on peut dialoguer même si on a des positions différentes, même s'il y a des gens qui croient que c'est une nationalité à part ou les gens qui considèrent qu'ils doivent faire partie de l'État. Et s'ils arrivent jusque-là, je pense qu'ils devraient s'abstenir et penser que aussi pour le futur des Catalans, pour l'avenir des Catalans qui ont voté pour eux, la confrontation n'est pas la bonne voie et une solution sociale, une solution progressiste et une solution fondée dans le dialogue est toujours mieux pour la Catalogne et pour les Catalans. Donc j'espère que ceux qui se disent plus représentatifs des Catalans que personne, même s'ils n'ont pas la majorité des votes des Catalans, et la grandeur et la hauteur pour être cohérent avec les sentiments majoritaires du peuple de Catalogne. Ouais, et c'est ce qui est dit hein, d'ailleurs dans le chat. En effet, le PSOE est arrivé finalement très très loin devant ces partis indépendantistes. Et c'est vrai que risquer de revenir aux urnes parce qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce que tu penses, en tout cas moi c'est mon opinion, mais est-ce que tu penses aussi que c'est risqué pour eux en fait de perdre encore plus puisqu'ils auraient poussé au blocage et potentiellement un gouvernement de droite, puisque là on est passé à côté, tant mieux. Mais rien ne nous dit que si on refait les élections dans 6 mois, dans le contexte justement des discussions, bah, le résultat est différent. Bien sûr, et je pense que les gens, maintenant, ils nous ont dit, à différence de la démocratie française, où c'est finalement la personne qui est en tête, celle qui remporte les gouvernements, en Espagne, notre système constitutionnel nous dit il faut dialoguer, il faut arriver aux accords. Donc, comment on peut dire aux citoyens, votez-nous parce qu'on va faire des grands accords si on n'est pas capable de les établir. Donc, je trouve que les gens ne vont pas accorder un prix à ceux qui bloquent, tout au contraire, ils vont soutenir à ceux qui dialoguent, à ceux qui essayent d'établir des pactes. Nous sommes ouverts au dialogue. Et probablement, il y aura des gens qui ont voté par Dunes qui sont en train de nous voir, même s'il y a plus de monde depuis sa maison à l'étranger qui nous regarde, on peut lancer les messages et le message est clair. Nous, on va négocier dans le cadre de la Constitution espagnole. Il y a beaucoup de possibilités pour la Catalogne, il y a beaucoup de possibilités pour le dialogue. On a fait un schéma de dialogue ensemble entre l'ensemble justement de la société catalane qui ne mérite pas d'être complètement déchirée par cette droite qui veut détruire les dialogues et détruire aussi les espoirs tant des Catalans et des Catalanes. Donc, si nous voulons continuer à construire la Catalogne de tous et de toutes, il faut arriver au pacte. Et moi, je crois que l'on arrivera et qu'il y aura un gouvernement présidé par Pedro Sánchez. Et même si la droite, elle va passer 4 ans très mauvaise, les citoyens méritent d'avoir des opportunités et nous serons là à la hauteur, toujours. Ouais.
Je vais peut-être voilà la dernier moment justement sur cette revue des partis, le Pays Basque. Je l'ai mentionné tout à l'heure avec Carmen. Le fait que Bildu arrive devant le PNV, que le PSOE ait fait un score plutôt bon également au Pays Basque. Qu'est-ce que ça change d'avoir Bildu devant le PNV? Est-ce que ça change quelque chose au niveau national? Est-ce que ça change quelque chose pour le Pays Basque? Et du coup, qu'est-ce que ça augure pour aussi les 4 années qui viennent? Puisque on le sait, Bildu a peut-être eu ou alors, j'ai surtout l'exemple de la Ley de Vivienda, mais un vote un peu plus indépendant finalement que le reste du bloc de la coalition. Voilà. Est-ce qu'il y a un impact finalement pour les 4 ans qui viennent d'avoir Bildu devant le PNV? Bildu est un parti constitutionnel, est un parti démocratique comme le PNV, est un parti, dans le cas de Bildu, de gauche, dans le cas du PNV, plutôt centre-droite. Donc, je considère qu'à l'heure actuelle, on devrait arrêter de tomber sur ces discours où nous mène la droite et de penser qu'ils sont tout simplement l'expression des vœux des citoyens du Pays Basque et que les vœux des citoyens qui ont voté par Bildu sont aussi respectables que les gens qui ont voté pour le Parti socialiste, pour le Parti populaire ou pour Vox. Donc, face à cette situation, quel est le ressenti que j'ai? C'est que je vois devant moi beaucoup de gens à gauche qui ont besoin de politiques progressistes, écologistes, féministes, et qui ont décidé de voter par Bildu, comme ils l'ont décidé de voter par Podemos à l'époque, ou par d'autres partis de gauche, par le Parti socialiste, et parce qu'ils veulent ça, mais en plus, ils veulent l'indépendance du Pays Basque. Ils savent que cela n'est pas possible, et Bildu, il ne l'a pas mis sur la table et dans la négociation, et je trouve que ça montre aussi qu'ils ont une volonté de dialogue, et dans une démocratie comme la nôtre, je ne serai pas la personne qui va virer du Parlement ou des espaces de dialogue, ni Bildu, ni Vox, ni n'importe quel parti. Je pense que tous les citoyens méritent d'être représentés dans la Constitution, dans la loi et dans le cadre de la démocratie. Et une fois qu'on est là, il faut dialoguer dans ces cadres. La Constitution et la démocratie est arrivée au point de rassemblement et au point d'accord les plus bons, les plus positifs pour l'ensemble des citoyens. Ouais. Écoute, merci beaucoup, merci Pedro pour ton analyse. Honnêtement, c'était ultra intéressant et en plus voilà d'apporter ton point de vue encore une fois comme en tant que secrétaire général du PSOE à Paris. On sait qu'il y a beaucoup de liens entre la fédération du Parti socialiste de Paris et ta section, donc c'est vraiment quelque chose qui est admirable et je trouve qui sert d'exemple aussi de coopération au niveau local finalement entre nos fédérations françaises et les fédérations d'autres partis, mais qui sont sur le même territoire. C'est quelque chose qu'on essaie de répliquer aussi au niveau des jeunes socialistes et comme je l'ai dit tout à l'heure, Alia m'épaule aussi sur ce travail-là. Merci beaucoup Pedro d'avoir été avec nous. J'espère que nos vœux justement seront écoutés et que Pedro Sanchez pourra être investi président en août. Voilà, merci beaucoup Pedro et à très bientôt. Merci beaucoup, merci de votre soutien. Vous savez que le PSOE Paris a toujours les portes ouvertes, que c'est chez vous et qu'on sera toujours là pour collaborer avec vous, pour continuer à construire ensemble. Nous sommes internationalistes parce que nous sommes socialistes et nous continuerons toujours à tisser des liens, à travailler ensemble. Et merci pour ces vœux et pour cette illusion que vous nous transmettez aussi. Et les partis socialistes et Pedro Sánchez, vous le verrez, continuera au pouvoir parce que les gens ont besoin de bons politiques. Merci. Merci beaucoup. Merci Pedro. Au revoir. À bientôt.